Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sedius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Pharaohs. Comme vous le saviez, j'ai testé la bêta de ce jeu et j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de vues et j'ai constaté aussi que le jeu est un échec commercial. Nous sommes à 4000... Attends, je vous dis les chiffres maintenant. Les chiffres maintenant de Total War Pharaohs, s'il te plaît. Donc, le hub de la communauté, nous sommes à 4800 joueurs. Alors qu'on est le vendredi, non, on est le samedi 4800 joueurs. Donc effectivement, il y a eu une montée, peut-être qu'on atteindra 6000 joueurs, mais c'est une cata. C'est le plus gros échec commercial de l'histoire de Creative Assembly. Total War Pharaohs limite à autant de succès qu'un DLC d'un Total War historique. C'est très triste, et avant de vous dire mon avis sur le jeu, on va faire un récap de pourquoi Creative Assembly a pu faire un échec avec un Total War qui, comme vous l'avez vu dans mon Early Access, est bon. Donc où est le problème? En fait, le problème, la liste elle est longue. Déjà pour commencer, l'échec de Shadow of Change. Pour commencer. Comme vous le saviez, le DLC Shadow of Change de Warhammer 3 est sorti au prix de 25€, ce qui est absolument énorme pour le peu de contenu que le jeu propose, que le DLC propose, et globalement, le directeur marketing, il a dit ouvertement, si vous n'êtes pas content, on s'en fiche, on va pas bouger les prix, et on vous rappelle qu'on a d'autres contenus prévus. Donc si vous voulez arrêter de soutenir le jeu, voilà, faites-le maintenant, comme ça on coupe vos vivres, quoi. Ce qui a déclenché un scandale, et la réputation de Total War et de Creative Assembly est merdique. Il y a eu le coup de Yenas qui a été annulé aussi. Tout le monde s'en foutait du jeu Yenas, mais de nouveau on parle de 100 millions de dollars jetés à la poubelle. Donc oui, Creative Assembly justement sont dans la merde, sont royalement dans la merde, et il fallait au moins que Pharaohs était condamné à faire un échec, mais je pense que ces raisons-là sont l'une des raisons qui fait que le jeu a eu un échec. Après, le jeu, il a eu aussi un souci marketing. De nouveau, Creative Assembly essaye de surfer sur la vibe Pharaohs, il essaye de surfer sur la vibe Warhammer en même temps. Ça a toujours été un problème, de communication, on ne peut pas avoir de vibe pour les deux en même temps. Malheureusement, le jeu n'a pas attiré. Malgré leur communication, malgré que la communication était un peu mieux que Warhammer, ça n'a pas suffi. Il faudrait peut-être refaire toute la communication. L'autre problème, ça vient des influenceurs. Je ne vais pas m'amuser à citer certains influenceurs, mais globalement, les influenceurs qui, en général, doivent faire la com, ils sont pas obligés, hein, mais qui font la com et qui s'amusent à sortir 15 milliards de vidéos sur Warhammer 3 pour sortir des vidéos sur les unités, des vidéos sur les campagnes et ce genre de choses, des streams de campagne, c'est simple, il n'y a quasiment aucun influenceur qui a fait la promo de Pharaoh. Voilà. Clairement, les seuls influenceurs qui ont fait la promo de Pharaoh, c'est des influenceurs pas super connus comme Dragon Vert ou Sijarion, mais bon, voilà, ça reste minime. Le plus gros streamer FR de Total War, Kemaf, il n'a pas fini une seule campagne. Legend of Total War non plus, il n'a pas fait une seule campagne. Voilà, donc globalement, ça n'a pas aidé. Ça n'a clairement pas aidé au succès du jeu. L'autre point, c'est l'Assassinat Tree Kingdom. L'Assassinat Tree Kingdom, on n'a pas cette impression, mais la communauté Tree Kingdom en veut encore énormément à Creative Assembly, et que tant qu'il n'y a pas un Tree Kingdom 2, ou au moins un Medieval 3 qui va convaincre tout le monde, la communauté de Tree Kingdom n'a plus envie de financer Creative Assembly, j'ai l'impression. On a pu le voir, hein, malgré le gros marché chinois avec le Cathay, le Shadow of Change n'est pas vendu. Ça veut dire que même le marché chinois ne veut pas du Cathay, même s'ils ont eu une promo spéciale
propre à cela, ça ne marche absolument pas, ce genre de choses. Ce qui est quand même dangereux, hein, parce que si Tree Kingdom 2 n'arrive pas à fédérer le marché chinois, c'est au revoir le marché chinois pour Creative Assembly, ce qui est quand même vachement grave. Donc il y a tout ça à prendre en compte, plus le fait que Pharao souffre de pas mal de problèmes. De 1, c'est un Total War historique à 60 balles qui arrive après 3. Et le problème, c'est que oui, le format des Total War a toujours fonctionné comme ça. Medieval 2 est le squelette de Rome 1, Napoléon est le squelette d'Empire, Attila est le squelette de Rome 2, qui d'ailleurs est le squelette de Warhammer, au niveau de sa structure et ce genre de choses. Et les seules exceptions, c'est Shogun 2 et Tree Kingdom. Tree Kingdom a une partie du squelette de Throne of Britannia, mais elle est tellement modifiée qu'on prête quasiment pas attention. Là où Pharao, c'est le squelette de Troie, c'est le squelette d'un Total War qui a une réputation désastreuse. Voilà, Total War 3, qui se passe donc durant la guerre de Troie, durant les mêmes périodes que Pharao, avait souffert d'un problème suivant. Le gameplay n'était pas aux attentes des joueurs, parce que infanterie versus infanterie, c'était pas fou comme gameplay, et ça avait dérangé beaucoup de joueurs. Plus le fait qu'il y avait la vérité derrière le mythe qui était dérangeant, ils ont modifié 3 pour le rendre agréable. Et aujourd'hui, 3 est considéré comme un bon Total War. Le problème de Pharao, c'est que Pharao hérite de beaucoup trop de choses de 3, même si Pharao, pour moi, il vaut ses 60 balles, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est un excellent Total War, c'est l'un des meilleurs Total War que j'ai joué, mais il hérite beaucoup trop de la structure de 3. Déjà de 1, il hérite de sa sélection de personnages qui est exactement la même. Il hérite de l'interface qui est ultra proche. Il hérite du système de ressources où il y a exactement les mêmes ressources, les icônes ne sont même pas modifiées, et ce genre de choses. Il hérite des cinématiques de fin qui sont exactement les mêmes que dans 3. Il hérite du fait que c'est un Total War historique comme entre guillemets 3, mais avec des personnages sans arbre généalogique. Donc on est centré sur des personnages à la Warhammer, mais dans un cadre historique. Et vous prenez tout ça ensemble, vous prenez tout ce que j'ai dit ensemble, et au final vous réalisez que c'est un peu normal qu'il a un échec. Et je vais vous dire, pour moi, les plus gros défauts de ce Pharao en premier, c'est au niveau des batailles, je trouve que le jeu il peine à être fun. Il peine à être fun au niveau des batailles, parce qu'en fait, vos unités ont tellement d'armure, ont tellement de morale. Je sais pas si je peux vous montrer ça dans les batailles perso. Voilà, alors 66 de morale. Voilà, 66 de morale et 125 d'armure, par exemple, ça c'est quoi comme unité? C'est un lancier éthique vétéran. Donc, certes, 66 de morale, on se dit que c'est pas énorme. Le problème, c'est que c'est 66 de morale brut. C'est sans l'augmentation. Ah si, c'est avec l'augmentation. Mais le problème, c'est que vous prenez les bonus du seigneur, les bonus de la faction, vous vous retrouvez avec énormément de combats, avec des 8 ans de morale et ce genre de choses. Le moral, il crève jamais. Il crève absolument jamais sur le jeu. Et c'est un vrai problème. C'est un véritable problème à quel point le moral, il ne veut pas lâcher dans Pharao. Et en fait, on se retrouve à devoir tout le temps spammer la technique du marteau et de l'enclume, parce que le moral ne veut absolument jamais lâcher. Alors oui, il y a des moyens de régler ça, il y a des dieux qui vous permettent de baisser le moral, il y a des mécaniques comme Toutmoses qui vous permettent de baisser le moral. Les mécaniques restent absolument fun, mais le problème c'est que le 50%, le facile 50% des batailles de Pharao, ça va être du marteau et de l'enclume, parce que les chars sont trop nuls à chier sur Pharao, parce que tout simplement, et ça je peux aussi vous le montrer dans bataille personnalisée, par exemple, là je prends un archer long nubien de base,
L'archer-long nubien de base, il fait 45 de dégâts actuellement. Si je prends par exemple le guerrier Gas-Gas, il en fait juste 51 de plus. Donc ça veut dire que littéralement, vous foncez avec votre chariot dans une unité d'archer. Votre char va être coincé dans les archers à cause du pathfinding qui malheureusement, le pathfinding de Pharaoh, il est meilleur que celui de Warhammer 3, mais il reste moins bon que celui de 3 et beaucoup moins bon que celui de Three Kingdoms. Ce qui est quand même relativement triste de se dire que 4 ans après, Three Kingdoms reste le Total War le plus abouti au niveau des batailles historiques, ce qui est quand même assez triste. Donc les chars ne vous serviront quasiment à rien. Si vous pouvez tenter de tuer des unités comme les frondeurs et ce genre de choses, mais c'est tellement galère. Il manque de la véritable cavalerie. Il manque justement peut-être un petit peu de fantaisie, ce qui avait été proposé pour Rome 1 finalement. Rome 1 avait proposé un gameplay plus fantastique, avec des cochons enflammés, avec plusieurs unités de lance qui étaient relativement différentes, avec des unités qui criaient dans le champ de bataille pour donner un boost de morale et un malus aux adversaires. C'est vrai que c'est un peu triste de se dire que justement Pharaoh souffre de ce problème de on est obligé de faire la technique du marteau et de l'enclume parce que justement les unités n'arrivent pas à s'en sortir les 3/4 du temps. Ça devient une espèce de masse bourbier. On a juste envie d'avoir une artillerie pour tirer dedans ou d'avoir un sort de Warhammer pour tirer dedans. Voilà, et je pense sincèrement que si Pharaoh hériterait d'un DLC mythologique, ça améliorerait grandement les combats. Je n'ai pas envie à la base d'avoir de la mythologie, je voulais purement un historique, mais en fait je réalise que Pharaoh est trop vieux, et trop vieux en termes de... comment on appelle ça, en termes de mécanique et de... non pas de mécanique, en termes de chronologie pour permettre de faire mieux. Donc c'est ça qui est relativement triste, c'est qu'on ne peut pas faire plus, c'est dommage, c'est navrant. C'est pour moi le plus gros problème, et surtout que c'est ça, c'est que la plupart des streamers, ils ont parlé des batailles, mais après ils ont plus fait de campagne, Et le problème, c'est que la communauté Total War, depuis ces dernières années, ils en ont rien à foutre de la gestion de la ville, ils en ont rien à foutre des mécaniques. La preuve, s'ils en avaient quelque chose à foutre des mécaniques, Three Kingdoms serait toujours l'un des Total War les plus joués à l'heure actuelle. Non, les joueurs de Total War sont intéressés majoritairement aux batailles. Et puis, quand le plus gros défaut de ton jeu, c'est les batailles, et que tout le reste qui est génial, c'est tout le reste, c'est malheureusement le plus gros problème de Pharaoh. Ça pour moi. L'autre problème, et ça je peux vous montrer au niveau de mes saves, donc moi j'ai fait 2 campagnes, pour le moment j'ai à peu près une quarantaine d'heures. Voilà, donc là apparemment j'ai pris quasiment tout l'Égypte. Et en fait le souci il est là, la map est trop petite. C'est ça qui est relativement con, c'est que au début je me suis dit non, ça va aller. Territorialement, j'ai pas l'impression que la map est super petite. Et en fait, si je constate à quel point la map elle est extrêmement petite, c'est que là apparemment c'est marqué que j'ai 77 colonies, donc il y a à peu près une centaine de villes en Égypte. Et donc, si on inclut Canaan et l'Empire hittite, il doit avoir 68 ans de colonies, peut-être une centaine aussi. On est sur un jeu qui est plus petit que 3. Parce que 3 proposait 226 colonies, mais elles étaient tellement espacées avec un système d'îles et ce genre de choses. Il y avait une façon qui a été faite dans 3 qu'on a quand même l'impression que c'est immense. Et c'est aussi le problème de la portée de déplacement au navire. Ils ont boosté la portée de déplacement naval sur Pharaoh, qui fait que vous traversez 4-5 provinces en passant par le Nil et autres, qu'on a cette impression que c'est tout petit. Vous prenez plus de temps à faire la Grèce, à faire Grèce à Anatolie, que faire Anatolie-Égypte, parce que globalement, en 2-3 tours, vous y êtes assez facilement, et ça, c'est sans les bonus de déplacement et autres.
Et ça, pour moi, c'est un autre problème, c'est que c'est fait que la map est ridiculeusement petite par rapport à 3, et c'est un problème. Le problème, pour corriger cela, de nouveau, ce serait peut-être une fusion des deux maps. Mais bon, je doute que Creative Assembly va faire ça, et il y a tellement de choses à retravailler pour pouvoir fusionner ces deux maps, que ça me poserait véritablement problème. Bon, maintenant, parlons du troisième point négatif. Les seigneurs possèdent pas mal de mécaniques intéressantes, mais ont de la peine à se démarquer comparé à ceux de 3. Je m'explique. Dans Pharaon, vous avez par exemple Seti qui possède un ordre qui lui permet de recruter plus longtemps par tour, enfin qui lui permet de recruter plus de troupes par tour, et gagner du butin post-bataille, et il peut faire des complots sans avoir de système d'influence. C'est cool, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais vous comparez ça, typiquement, je vais vous donner un exemple très bête, à Aîné, on va prendre le meilleur de 3 de base à Aeneus, qui justement a une mécanique pour vénérer plusieurs dieux en même temps, et en vénérant plusieurs dieux en même temps, attendez 2 secondes, voilà. Et en vénérant plusieurs dieux, justement, il va pouvoir... comment dire ça? Il va pouvoir faire des quêtes, donc il va pouvoir recevoir des quêtes divines, pour pouvoir obtenir des bonus de faveur sur plusieurs dieux, ce qui fait que c'est le seul personnage qui pouvait apprendre tous les dieux en même temps dans 3. Sans oublier qu'il y avait une quête homérique qui te permettait d'obtenir du stuff légendaire. Enfin, soit du stuff légendaire, soit des bonus permanents pour ton personnage. Ce qui fait que tu avais une histoire propre sur le personnage. Il n'y a pas ça déjà dans Pharaon. Alors c'est bien de reprendre le système de stuff des anciens Total War et autres, mais faites comme Tree Kingdom en fait. Donnez un équipement légendaire, donnez une armure ou une arme légendaire à chaque seigneur légendaire, parce que là c'est un peu con, Dans 3, certes, il n'y avait pas ce système, mais sauf qu'il y avait des bonus permanents avec les quêtes homériques, comme je l'ai dit avant. Donc c'est ça le problème. Et l'autre mécanique d'Aeneus, c'est que chaque seigneur légendaire qui meurt, il peut aller aux enfers pour aller leur poser des questions et pour obtenir des bonus. Ça crée une mécanique qui était relativement intéressante. Je vais vous en citer un autre. Par exemple, Ulysse pouvait construire des repères sous les villes pour pouvoir faire des recrutements et ce genre de choses. Et il avait un boost dans toutes les villes côtières, mais il ne pouvait pas coloniser les villes non côtières. C'était chiant, mais ça créait une véritable identité. Et là, le problème, c'est que l'identité, elle est trop faible. Elle est trop faible sur Pharaon. Et malheureusement, c'est un peu ce que je craignais. Ce genre de choses. Pour vous dire à quel point l'identité, elle est absolument ridicule, c'est que je vais prendre par exemple notre cher... comment il s'appelle? Notre cher Ramsès. Il peut attaquer en marche forcée une fois chaque 5 tours. Une fois chaque 5 tours, il peut attaquer en marche forcée. Seti, il possède une capacité que quand il arrive level max, il peut attaquer tout le temps en marche forcée, et c'est le cas pour tous ses seigneurs. Je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt de jouer Ramsès alors? Bah c'est l'intérêt qu'il peut obtenir 2 points d'influence par tour au lieu d'un. Oui, enfin de nouveau, le problème du système d'influence, c'est très cool les 50 premiers tours, mais dès que tu deviens pharaon, tu n'as plus trop besoin de ce système d'influence. Donc de nouveau, bah, Ramsès, il a aucun intérêt. Ramsès a littéralement aucun intérêt. Là où justement, dans 3, tu auras toujours des mécaniques intéressantes. Et ça, je vous parle des seigneurs de base. Mais je pourrais vous parler des Amazones, qui est le DLC de Préco. Le DLC des Amazones avec Hippolyte, qui avait un système de recrutement totalement unique pour les Total War à l'époque, mais en plus de ça, qui possédait un système, le système du royaume Amazon, que quand elle activait les jalons du royaume Amazon, elle avait accès à 6 nouvelles capacités, une construction instantanée des hauts tiers qui ne prenaient pas en compte la main-d'œuvre, la construction et ce genre de choses, donc elle pouvait directement monter au max. Alors, de nouveau, avec l'intrigue de Pharaon et son système de construction instantanée et le fait qu'on a tout le temps de l'or, je ne sais pas si ça aurait été viable, mais je donne quand même des indices. La capacité de donner des levels à ses généraux, la capacité de donner des levels à ses unités pour qu'elles soient automatiquement max, la capacité de modifier
le système de négociation pour obtenir des bonus supplémentaires. Il y avait des choses qui étaient justement relativement intéressantes. Et même de la déblocage instantané des technologies. Donc quand je vois ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable de se dire que Hippolyte, elle a plus de mécanique limite que les 3/4 des seigneurs de Pharaon réunis. Et ça, c'est un problème. Alors je dis pas, certains sont intéressants, comme par exemple Amenmès qui peut utiliser un ordre pour créer un masque pour augmenter sa légitimité. C'est bien, mais de nouveau, quand tu es Pharaon, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Pareil, il peut dépenser de l'or pour avoir plus de points d'influence. C'est bien, mais dès que t'es Pharaon, ça ne sert plus à grand chose. Donc de nouveau, c'est ça le problème, ce sont des mécaniques qui, au bout de 50-60 tours, ne serviront à rien, et une campagne ultime dure entre 100 à 140 tours. Donc de nouveau, c'est pas super intéressant. C'est pas super intéressant. L'autre, et ça, c'est pour les points négatifs. Alors certes, c'est que 3 points négatifs, mais ce sont 3 points négatifs majeurs qui malheureusement entachent avec tout ce que j'ai dit avant. Donc oui, l'échec commercial est normal. Ça me fait chier parce que j'adore le jeu. Et maintenant, je vais vous dire les bons côtés. Les bons côtés, c'est que nous avons 80 unités autochtones avec un roster varié, plus les unités uniques pour chaque faction, ce qui fait que ça donne une véritable identité à chaque seigneur. Voilà, même Ramsès, que j'ai critiqué avant, il a quand même des unités Shardan, des unités Perse-Armure Shardan, et ce genre de choses. C'est relativement intéressant. Amenmès possède ses archers nubiens à 230 de portée, c'est très intéressant. Alors oui, ça donne relativement envie, mais pour moi, de nouveau, c'est pas suffisant. Le manque de mécanique de ces seigneurs, on aurait couplé ça avec 3. On aurait donné des mécaniques au niveau de 3. Et genre Ulysse, par exemple, au personnage de Pharaon, plus son système d'unité unique, là, il y aurait eu suffisamment de rejouabilité. Et là, malheureusement, voilà. Je vais pas m'amuser à jouer Ramsès pour des Shardan, pour avoir des tirailleurs perse-armure, quand fatalement je peux avoir un truc à peu près équivalent, mais qui sera peut-être un peu moins fort. Après voilà, malheureusement c'est ça, c'est variété d'unités très très intéressante, et ça j'ai pas à me plaindre là-dessus. Et clairement, sur un Total War plus ambitieux, je prends par exemple Three Kingdom 2, si dans Three Kingdom 2, chaque grande région de Chine est séparée pour avoir des troupes autochtones uniques, et que de l'autre côté, ils font pareil pour les seigneurs, au lieu de donner 2-3 unités par seigneur, ils en donnent jusqu'à 10 comme dans Pharaon, Three Kingdom 2, ce sera mon Total War préféré. Voilà, ce système-là, je pense qu'il va être conservé pour les futurs Total War. Le système de siège, où en fonction de ce que vous construisez dans la ville, ça va influencer la bataille, comme par exemple si vous avez un temple, vous recevrez un bonus si vous vous battez à côté du temple, si vous avez une armurerie, vous pourrez restaurer votre armure si votre armure a été cassée lors du combat. Ce sont des très très bonnes mécaniques, et ça je n'ai pas à me plaindre. Au niveau des sièges, Pharaon est largement mieux que 3 et Warhammer 3, mais c'est tout. Donc voilà, de nouveau, pour un Total War historique, vu que 3 n'est pas un Total War historique, et que Warhammer 3 non plus, ça en fait les pires sièges des Total War historiques. Donc de nouveau, je ne peux pas vous le conseiller non plus là-dessus. Et pour ce qui est de la mécanique politique, vous m'avez vu dans mon let's play, les mécaniques politiques sont super intéressantes, elles donnent véritablement envie, on peut justement se balader, faire des influences, faire des coups dans le dos, faire des assassinats, devenir grand prêtre pour obtenir de l'or. Franchement, les mécaniques sont ultra intéressantes au niveau de la politique. Le problème, c'est justement qu'on arrive trop vite en tant que pharaon, vu qu'on pouvait devenir pharaon facilement autour 40, 45, 50. Donc ce qui fait que les mécaniques deviennent un peu inutiles. Donc c'est ça le problème. Et voilà, pour ce qui est de la construction, c'est relativement sympa, les ressources de Pharaon sont plus équilibrées que dans 3.
L'héritage antique, c'est très intéressant. Vous avez 6 héritages antiques, 2 héritages hittites qui sont liés aux vassaux, et les 4 héritages égyptiens, celles qui m'intéressent. Donc vous avez un système de commerce complètement approfondi, où vous devez faire une gestion de commerce, et vous devez faire un calcul de commerce et ce genre de choses, de combien va vous donner telle ou telle ressource. C'est quand même très très intéressant comme mécanique. Vous avez Khéops qui va vous demander de construire des bâtiments sur la campagne, qui va vous donner des bonus globales pour toute la faction. Aton qui vous permet de fusionner 2 dieux, ce qui est complètement broken dit en passant. Et Toutmoses qui va vous permettre de créer des events pour endommager les piliers de la civilisation pour pouvoir les prendre plus facilement. Donc oui, c'est très intéressant comme mécanique et ce genre de choses, et je pense sincèrement que c'est à cause du système d'héritage que nous n'avons pas de mécanique sur les seigneurs. Parce que typiquement, il y a quoi il y a 6 héritages, donc 2 pour les 2 Hittites et 4 Égyptiens. Les Cananéens n'ont pas d'héritage. Je reviendrai sur les Cananéens, pourquoi ils me posent problème. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu regardes, c'est qu'ils ont tous un archétype. Par exemple, Séti, il a la mécanique, il est proche de celle d'Akhenaton, donc il pourrait prendre celle d'Akhenaton. Toutmoses est basé pour Ramsès, Hatshepsut est basé pour Taousret, et la dernière, elle est pour Amenmès. Donc j'ai vraiment l'impression que à la base ces mécaniques étaient pour les seigneurs, et ils ont préféré de retirer ces mécaniques et proposer justement ce système d'héritage à la place. Mais je me demande si le jeu n'aurait pas gagné justement d'avoir à la fois une mécanique pour un seigneur tout en ayant un système d'héritage afin de pouvoir créer divers combos. Parce que imaginez juste Ulysse avec l'héritage de Toutmoses, avec sa capacité d'augmenter les dégâts. J'ai dit Ulysse, je voulais dire Achille. Imaginez Agamemnon avec un héritage de vassal des Hittites, ce qui fait qu'il va pouvoir cumuler ses capacités de vassaux plus les capacités de vassaux hittites, ça aurait été très intéressant. Ou même, imaginez Memnon, qui justement est une pure horde, qui prend l'héritage, qui prend par exemple l'héritage d'Aton pour booster encore plus ses troupes. Il y avait quelque chose à faire, il y avait des choses relativement à faire, et très intéressant, et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Donc pour moi, malgré tous ses défauts, Pharaoh reste mon deuxième Total War historique préféré, rien qu'au niveau de ses mécaniques, sa gestion d'influence, sa qualité graphique, son OST absolument magnifique. Pour moi, ce qui pêche, c'est vraiment le fait que la map est petite et que les combats posent problème, mais Total War Pharaoh aurait pu être mieux. Il aurait pu être largement mieux, surtout après le fait qu'on n'a pas eu de Total War historique depuis 2019, vu que 3 est un faux historique. On aurait pu avoir mieux, et avoir un Total War aussi rachitique, ça n'aide pas. Ça n'aide absolument pas. Je vais terminer ça en vous parlant des Cananéens, et le problème des Cananéens, c'est que c'est une faction bouche-trou, et à mon sens, ils auraient dû agrandir la map et inclure la Mésopotamie, à défaut de ne pas inclure les Minoens, ou de proposer un DLC pour les joueurs de 3, tenez, si vous possédez 3, on vous offre les Minoens sur la crête. Ça aurait pu être relativement intéressant en mettant des héritages grecs, justement en se basant sur les factions de 3. Par exemple, on aurait pu avoir l'héritage d'Agamemnon, l'héritage d'Ulysse, ou encore l'héritage de Troyens, comme par exemple l'héritage d'Hector ou l'héritage d'Énée. Ça aurait pu être très très intéressant avec les Minoens. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait. Parce que les Cananéens n'ont pas d'héritage, et finalement ils ont moins de mécanique, ils ont moins de mécanique que les autres, et surtout qu'ils ont un espèce d'archétype assez particulier. Bey, c'est un Égyptien, je veux dire, il est habillé comme un Égyptien, et il vénère Thoth, là où notre cher Hirsou, beaucoup de joueurs pensaient que c'était un Hittite à la base. Donc de nouveau, je pense que c'est véritablement le problème qu'a ce Pharaon. Voilà. Donc oui, il fait mieux au niveau de son arbre de campagne, il a peut-être la mécanique, il a peut-être la campagne la plus poussée
de tous les Total War historiques si on retire Three Kingdom, mais ça ne suffit pas à être un excellent Total War à mon sens, ce qui fait que je lui donne une note de 15 sur 20. Pour moi, on ne peut pas sortir un Total War avec des batailles aussi problématiques, tout en proposant une campagne qui est relativement petite, voire limite plus petite que 3, alors que de l'autre côté, le jeu aurait pu être bien plus. Il aurait pu s'attendre sur la Libye aussi, pour avoir les Libyens en jouable. Il aurait pu s'étendre plus loin dans le couche, pour avoir les Kushites en véritable faction, et pas justement Amennes, qui est juste le vice-roi du couche, et que finalement sa seule mécanique liée au couche, c'est le fait que c'est son roster. Il aurait pu avoir toute une mécanique par rapport à ça. Donc voilà, pour moi on est vraiment sur un Total War qui divisera, même si je le trouve excellent, même si j'ai dit mes points qui sont excellents, il faut être lucide sur les problèmes que possède ce Total War. Voilà, c'est tout les gars, je vous souhaite donc à la prochaine, je vous conseille ce Total War malgré cela, mais n'oubliez pas les problèmes de combat qui vont vraiment vous poser problème, et qu'il va être vite répétitif. Moi personnellement je pense que je peux facilement taper les 100 heures, mais je pense qu'après ça je repartirai sur Three Kingdom malheureusement. Et c'est ça le problème. Allez, à plus tout le monde.